Alors, ce qu'on vous propose, c'est de démarrer par une conversation avec Pierre. Donc, je vais le laisser se présenter. Juste, Pierre Giorgini a accepté très gentiment de partager avec nous ce moment, cette journée. Donc, on en est ravis. J'avoue que Pierre, je le connaissais il n'y a pas très longtemps, mais ça a été une vraie découverte humaine, et ainsi que ses équipes d'ailleurs. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec lui. Et en fait, ce qui est intéressant chez Pierre, c'est qu'on aime bien ouvrir la journée avec l'autre regard d'un dirigeant. Donc évidemment, il va partager sa vision à lui de dirigeant, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme qui peut-être est un des pionniers en France de tout ce qui est le réseau apprenant. Il a une grosse expérience là-dessus qui date pas d'aujourd'hui. Donc le Web 2.0, c'est un truc qui est un peu dans ses gènes. Et donc, ce qu'on trouvait aussi intéressant par rapport au thème d'aujourd'hui, c'était de mixer à la fois sa vision de dirigeant et de patron d'une grande université dans laquelle il a souhaité mettre pas mal de choses innovantes en place, et que du coup, il puisse faire écho à ce thème qui est l'écosystème. Voilà. Donc, Pierre, je te laisse déjà peut-être te présenter à tout le monde, parce qu'il y en a peut-être qui te connaissent, mais peut-être qui ne te connaissent pas du tout, pour qu'on comprenne un peu qui est l'homme. Et puis, je t'inviterai à peut-être démarrer derrière ça sur c'est quoi pour toi le business sous un autre regard? D'accord, vaste programme. Voilà. Bon, qui est l'homme je ne sais pas d'ailleurs si je le saurai à la fin de ma vie, c'est une question d'une telle ampleur. Juste deux mots sur mon parcours professionnel, très rapidement. Donc, je suis président-recteur de l'Université catholique de Lille. Bon, je rappelle qu'est un énorme bateau. On pense que c'est qu'une université, mais il y a aussi tout le secteur santé, hôpital, etc. Ça représente globalement 550 millions de chiffre d'affaires, 7000 salariés, donc c'est une grosse machine dans le champ universitaire. J'ai pris le poste de président-recteur il y a 1 an, et auparavant j'avais un parcours de dirigeant de grandes entreprises privées ou publiques, toujours dans des contextes, je dirais, de transformation profonde et de changement, et donc effectivement un travail important avec des chercheurs, avec des consultants sur les fameux réseaux apprenants qu'on a introduit en France avec Christian Guibert. Je crois qu'on a été parmi les premiers dans les années 90. Voilà. Donc une expérience sur tout ce qui est co. Alors j'aime beaucoup parler de co-élaboration, parce que je pense que la vraie rupture, elle n'est pas dans la collaboration, elle n'est même pas dans la coopération, puisque ça fait 40 ans qu'on en parle, elle est dans la co-élaboration. C'est-à-dire que c'est très compliqué de passer d'une société de collaboration à une société de co-élaboration. Voilà, donc je pense que la ligne de transformation, elle est là. Je crois que l'introduction est claire. Et donc, excusez-moi pour le micro. Et donc, par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes, parce que tu dis, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau en soi, cette notion de dire travaillons en collaboratif, etc. Mais derrière collaboration, qu'est-ce que tu mets comme enjeu, et cette vision d'un business sous notre regard, qu'est-ce que ça implique pour chacun d'entre nous? Alors, peut-être avant d'aller là, je vais pas jouer à un ancien qui s'appelait Georges Marchais, ça fera les questions et les réponses, mais parce que votre question ne correspond pas tout à fait à la réponse que je voulais donner. Mais c'est ça la collaboration aussi d'un entretien. Non, juste un mot avant. Je pense que ce qui est en train de bouger très fort, et là, y compris qui concerne très fortement l'université, c'est qu'on est en train de vivre, on est à l'aube de ce que j'appelle une transition fulgurante. Je ne suis pas le seul à le nommer comme cela. Michel Serres dit qu'on est dans un changement de monde. Alors cette transition fulgurante, il faut bien intégrer qu'elle est due à deux phénomènes qui sont en train de se combiner et de créer cette forme de fulgurance, c'est-à-dire une augmentation à la fois de l'amplitude et de l'accélération. Le premier, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère de rupture technoscientifique, c'est-à-dire que bon, la loi de Moore, qui est en gros l'intégration progressive de plus en plus d'intelligence dans des petites puces avec des réseaux de plus en plus larges, on en est à peu près au bout. En 2017, on en aura vu le bout. Sauf que commencent à émerger des ruptures extrêmement importantes, extrêmement fortes. On le voit au travers de la convergence des trois sciences que sont la chimie, la biologie et l'électronique vers une seule science que sont les nanosciences, avec des ruptures considérables dans l'ingénierie du vivant, dans les lab on chip, etc. Vraiment une vraie rupture. On le voit également dans tout ce qui est agent intelligent, intelligence artificielle, avec des relations hommes-machines qui vont devenir de plus en plus en langage clair, avec des interfaces relationnelles en langue parlée, traduite, interprétée, avec tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. On le voit aussi dans le développement de l'imprimante 3D, par exemple. On pourrait faire toute une liste.
Alors, qu'est-ce qui amplifie tout ça? C'est une deuxième convergence, qui est la convergence assez stupéfiante. En fait, on voit que toute notre société de la deuxième révolution industrielle était construite dans des systèmes techniques et des systèmes humains organisés autour d'un modèle dominant qui était, on va dire, le modèle hiérarchique client-fournisseur. Voilà. On le voit y compris dans la démocratie. Dans la démocratie, on vote pour des députés, etc., qui créent des lois. On est dans une relation presque client-fournisseur. L'hyperdémocratie, par exemple, qu'on voit très bien dans le bouquin de Jacques Attali, les hyperacteurs en réseau, on n'est plus sur ce mode. On commence à passer sur un mode dominant qui est le mode maillé coopératif. Et ce mode maillé coopératif, on le voit partout. On le voit par exemple dans le transport, quand vous passez du transport classique en commun à ce qui va être bientôt expérimenté dans le cœur de Londres, c'est-à-dire des véhicules légers intelligents en réseau covoiturés. Quand vous passez de l'énergie centralisée produite dans les centrales nucléaires au smart grid de Jeremy Rifkin. Quand vous passez de l'objet intelligent connecté à un calculateur qui permet de mettre le prix affiché, qui est simplement du client-fournisseur, à de l'intelligence ambiante par des objets interconnectés qui produisent une intelligence qu'on appelle l'ubiquité, c'est-à-dire une ambiance intelligente, on voit qu'on est en train de passer du mode client-fournisseur hiérarchique dominant au mode coopératif dominant. Et ce qui est frappant, c'est de voir ce qui se passe dans les interactions humaines, c'est-à-dire dans les sociétés organisées. On a le même phénomène. On le voit dans la pédagogie. Aujourd'hui, moi, mes étudiants ne supportent plus d'être dans un amphi à 500 devant un supposé sachant sur son estrade qui va leur transférer la connaissance, alors qu'en même temps, en temps réel, avec leur tablette, ils peuvent entendre le même cours du prix Nobel de Berkeley, etc. Donc, l'étudiant aujourd'hui, il est dans un écosystème où il est nomade même quand il est local. C'est assez extraordinaire parce que d'habitude, on pensait au nomadisme, il est nomade quand il est loin. Il est distant quand il est loin, mais en fait, il est nomade et distant quand il est là. Et donc, la question, c'est comment on revoit la question de la pédagogie dans des modes maillés coopératifs. Là, c'est les communautés apprenantes, c'est tout ce qu'on est en train d'expérimenter à la Cato. Vous avez le même phénomène sur l'innovation. L'innovation qu'on a en tête, moi j'ai une formation d'ingénieur, mais je me suis soigné assez jeune, c'est le processus classique où, au gros, on est sur un processus linéaire. Vous avez la connaissance qui est accumulée, vous avez l'idée, vous passez à l'invention, et à la fin, vous dites au design et au marketing, au pied, est-ce que vous pourriez me bâtir la boîte qui va permettre de le vendre? Ça, c'est un truc séquentiel. Aujourd'hui, les écosystèmes innovants, on les a vus naître aux États-Unis, en Europe du Nord, sont des systèmes où on va impliquer l'usager, le marketing, le design en amont de la conception de l'innovation. Donc on crée un écosystème innovant qui va passer en mode maillé coopératif. Et on peut décliner ça, la santé. On peut continuer. On peut prendre tous les sujets, les living labs, l'émergence des living labs. On connaît bien les expériences de Barcelone, de Montréal, d'Europe du Nord. La notion de living lab même, c'est l'idée qu'au fond, on peut aller nicher l'innovation dans les interactions humaines que l'on va trouver dans les espaces de vie. Et au fond, dans cette région, quand Michel Leclerc décide d'aller chercher l'innovation dans ses magasins, à partir des personnes qui se baladent dans ces rayons pour les mettre dans des écosystèmes innovants, pour lui-même devenir prescripteur d'innovation par rapport à son amont industriel face auquel il n'était que distributeur, il commence à rentrer dans l'ère de la coopération maillée. Voilà. Donc c'est ça la transformation profonde. Et évidemment, le management, si le management des entreprises reste dans l'idée d'un mode hiérarchique dominant, c'est-à-dire client-fournisseur, comme il y a une grande cohérence entre le contenant et le contenu, à un moment, il va se décaler. Et auquel cas, il ne sera plus étonné de dire « Ah, les jeunes, ils n'ont plus un rapport à l'emploi comme moi je l'avais. » Bah oui, heureusement, ils sont jeunes. Ça s'appelle... Le premier qui a dit que les jeunes étaient foutus, qu'on ne pourrait rien en faire, c'est Socrate quand même. Ça remonte à pas mal d'années. Donc, si lui-même n'adapte pas ses systèmes à ce qui est cette émergence du coopératif maillé, eh bien, il va se décaler. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il continuera, enfin, ça sera l'entreprise orpheline. C'est-à-dire qu'il continuera à faire son truc, sauf qu'il se décalera de ses marchés, il se décalera de la réalité de son emploi, il se décalera de son attractivité, etc. Donc, comment on passe au mode coopératif maillé? Alors, voilà. Justement, Pierre, là, on est en train de parler d'une vraie rupture. Il y a quand même encore beaucoup d'organisations qui sont clients-fournisseurs. On est en train de dire qu'on rentre dans un mode coopératif. Comment réussir ce passage? Parce qu'on sent bien qu'il y a confrontation, voire bien interrogation. Sûr, bien sûr. Alors, pour illustrer ça, je vais juste raconter une histoire. D'ailleurs, il y a des gens dans la salle qui ont vécu quelques expériences dans notre centre de co-design. Je vais raconter juste une histoire qui va illustrer ça.
Dans le centre de co-design, dans notre centre de co-design, on a des tables. En fait, on a organisé un cloud local où on a des gens qui sont interconnectés, donc des tables en demi-cercle devant une immense map murale qui permet de faire cohabiter tous les univers systèmes d'information de chaque table. Donc, chacun a son univers, pianote, et puis son écran apparaît. Et on a donc 7 écrans simultanés qui sont tous pilotables, interactifs. On peut aller chercher de l'info dans l'autre. Donc, la règle, c'est tricher, ça aller piquer de l'information à l'autre, etc. Et on met nos étudiants là-dedans. Il y a dans la salle quelques enseignants qui ont cette expérience. Alors, on fait toujours un exercice qui consiste à dire à nos étudiants, on va co-élaborer. Alors, ils disent, on va quoi? On va co-élaborer. Ah oui, on va collaborer. Non, on va co-élaborer. Bon, d'accord, alors ils s'assoient, ils sont 3 par table. Alors on leur donne, quand on travaille en co-design, on part toujours sur ce qu'on appelle un protocept. Donc on leur donne un prétexte, un truc, voilà, on leur donne un petit brief, et on leur dit, voilà, il faut créer un concept. Alors vous avez accès à Internet, vous pouvez vous connecter, vous avez accès à l'extérieur, il n'y a pas de règle particulière. Alors premièrement, il n'y a pas de règle particulière, mais ils commencent tous par s'asseoir aux tables très gentiment, ouvrir leur cahier, prendre leur stylo. Et on leur dit non, on va travailler avec la machine que vous avez là. Ah bon, on peut utiliser? Oui, on a le droit. Bon, d'accord. Premier réflexe. Ils ont 20 minutes pour commencer à creuser leur protocept. Premier réflexe, toujours. Madame, monsieur, s'il vous plaît, je ne comprends pas, je fais CTRL F7 et ça n'enlève pas mon écran là. Pourquoi vous voulez enlever l'écran qui est là? Parce qu'on ne veut pas que les autres voient ce qu'on est en train de faire. Oui, mais vous ne voulez pas que les autres voient ce que vous êtes en train de faire, mais on est dans la coélaboration s'ils ne voient pas ce que vous êtes en train de faire. Oui, mais enfin, d'abord, on ne veut pas qu'ils nous voient en train de tâtonner. Goran Karlstedt, que j'écoute assez souvent avec grand plaisir, dit toujours, vous les Français, vous avez un problème, c'est que vous êtes fiers de savoir et honteux d'apprendre. Donc, oui, tiens, je ne voudrais pas qu'on voit que je suis en train de tâtonner. Ah bon, d'accord, puis ils vont nous piquer les idées. Oui, mais c'est le but, c'est de la coélaboration. Ah bon. Et on en voit d'ailleurs qui travaillent sur le papier pour ne mettre à l'écran que ce qui est visible. Surtout qu'on ne nous voit pas en train de tâtonner, essayer, etc. Bon. Au bout de 20 minutes, on leur retire la main. C'est-à-dire on leur pique la main, ils perdent le contrôle de leur truc, et ça tourne. Donc ce qui était là passe là, ce qui était là passe là, et ce qui était là-bas vient là. On a des crises de nerfs. Des gens qui disent, mais c'est pas possible, on n'a pas fini. Mais si vous aviez fini, à quoi ça servirait de le passer à l'autre, puisqu'on est dans la coélaboration? Oui, mais ils vont rien comprendre à ce qu'on voulait faire. Ah oui, ils sont vachement loin. C'est compliqué d'aller leur expliquer. Référence au management, combien j'ai eu d'entreprises où on traversait même pas le couloir de son bureau pour aller expliquer à l'autre ce qu'on était en train de faire, etc. On voit que tous ces processus, ils sont câblés en dur. Et je peux vous en décrire. Ils sont câblés en dur. C'est-à-dire, l'autre. Mais très vite, dès qu'ils vont voir leur truc qui va partir, dès qu'ils vont commencer à comprendre qu'ils ont le droit de se lever, ce qui est une rupture énorme. Ils ont le droit de se lever, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser leur corps. Ils peuvent aller voir l'autre, lui expliquer. L'autre peut venir lui expliquer ce qu'il n'a pas compris de ce qu'il voulait faire, etc. Ils vont commencer à se prendre au jeu. Ils vont commencer à créer un écosystème coélaboratif. Et petit à petit, quand ils vont voir revenir leur truc qui a été enrichi par les autres, qui vont commencer à en discuter, etc., on va voir des premiers principes de convergence qui vont commencer à émerger. Et deuxièmement, on s'aperçoit qu'ils vont rentrer tout de suite dans la production. On l'a vu d'ailleurs sur une expérience, y compris avec des chefs d'entreprise, lors d'une séance de co-design, c'est qu'ils vont travailler complètement en autonome. On leur dit, mais attendez, à tel moment, vous avez manipulé tel concept. Quand est-ce que vous êtes allé voir si ce concept était valide, etc. Quand est-ce que vous êtes allé voir s'il n'y en a pas d'autres qui sont en train de faire la même chose? Ils sont dans des processus aussi séquentiels. Ils ne pensent pas qu'au même moment, ils auront intérêt, comme ils sont connectables sur Internet, à aller importer de la connaissance juste à temps, c'est au moment où ils en ont besoin pour être dans la co-création. Ils sont dans le processus séquentiel. Là, vous m'avez mis en exercice, monsieur, donc je fais l'exercice. Le transfert de connaissances, c'est dans les cours. Donc là, je note les questions et on se reverra dans une semaine où on aura à nouveau un cours. On est complètement dans ce qu'on appelle la pédagogie prédictive, c'est-à-dire je vais construire un processus qui va essayer de modéliser en gros l'apprenant en le mettant dans le cours TP-TD. Là, on est dans autre chose. On est dans une communauté apprenante qui va chercher, d'une part, à coélaborer et à importer dans son écosystème la connaissance dont il a besoin en allant la chercher directement. Voilà. Ça résume, pour avoir fait pas mal de séminaires de management avec d'autres, j'en ai loin d'en avoir le monopole, on voit que ce sont des comportements qu'on va trouver derrière dans le management. C'est-à-dire le cloisonnement. Moi, j'ai fait les centres de co-design entre RH, finance, marketing, etc. C'est assez amusant, quoi.
Le RH s'occupe de RH, il fait des RHeries, et le financier fait de la finance, et surtout, te mêle pas de mon truc, parce que si je t'en colle une juste derrière, voilà, c'est très difficile de désiloter. Et ça commence à l'école, donc ça commence à l'université. Justement, Pierre, en t'écoutant, j'essaie d'imaginer ces jeunes, on parle beaucoup de la génération Y. Est-ce que tu considères que cette génération qu'on a décrite justement être plutôt dans ce mode-là, est-ce que réellement dans ton expérience universitaire et managériale, tu considères que cette génération est plus coopérative que client-fournisseur? Alors, d'abord dans Y, je n'aime que grec, parce que c'est Aristote qui disait qu'une société sans agora est une société de barbares. On n'en a pas à l'université catholique, mais on va essayer d'en mettre des agoras. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on voit bien que la notion d'agora est très très importante. Michel Serres est en train de faire un travail que je trouve très intéressant au Mirail 2 à Toulouse, la conception de l'université 2050, où on voit bien que, y compris dans la façon dont l'université est conçue dans son immobilier, université très linéaire, des amphis, des salles de TP, de TD, elle porte en elle les germes du transfert de connaissances, on va dire, classique, alors qui restera toujours, bien sûr, actif. Donc, cette notion d'agora, à mon avis, est assez bien connectée avec le comportement des étudiants. C'est-à-dire qu'ils sont très dans le nomadisme, y compris le nomadisme local, la création de coopération, la connexion dont vous parlez. Je tiens juste à préciser d'ailleurs que ma corpulence n'a rien à voir avec mon appétit, parce que je vais avoir du mal de me connecter tout à l'heure avec vos règles du jeu. On mange à deux, je ne mangerai pas dans l'assiette de l'autre, pour avoir une chance de me connecter. Donc la coopération entre étudiants est une chose qu'ils ont assez naturellement. Par contre, moi, ce que j'ai repéré quand on a monté parce qu'auparavant, j'étais donc directeur délégué d'Orange Innovation, et avec Christian Laborde-Rideau, d'autres, certains ont vu les ateliers créatifs, les jardins de l'innovation, on a monté les premiers plateaux qu'on appelait à l'époque concurrent engineering, c'est-à-dire de conception concurrente, qui est ancienne. Le concurrent engineering date de Ford Taurus Saab dans les années 70. C'est Clark, c'est pas la Twingo d'ailleurs, c'est une Ford. Mais peu importe. Et on les a mis dans ce contexte donc, de plateau de conception. Donc on a mis des designers, des sociologues, des trucs. Et on s'est dit, tiens, ça va marcher. Alors, ça a très vite pas marché, puisqu'on allait faire de la médiation, puisque très vite, au début, c'est embrassons-nous Folvie, l'open space, c'est formidable, etc. Mais très vite, ils se tapent dessus, très clairement. Moi, les chercheurs me disaient, c'est quoi ces designers, des espèces de doux rêveurs un peu chevelus qui se prennent pour les Picasso du design et qui prennent leurs désirs culturels pour ceux du client. Et les designers me disaient, c'est qui ces ingénieurs, des espèces d'hypertrophiés de l'hémisphère gauche, incapables de comprendre la sensibilité du client et de l'usager. Bon, ça se battait très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur des processus cognitifs, voire même des questions purement épistémologiques, c'est-à-dire la façon de manipuler la connaissance, qui était complètement aux antipodes. Comment les mettre dans les processus de coopération? Eh bien, je croyais que les jeunes, ça allait être plus facile. Ben non, c'était beaucoup plus difficile. Pour une raison simple, et c'est mon travail avec Alain Foucault, le psychanalyste, qui a permis de bien voir ça, c'est que le jeune, il est dans un processus de construction identitaire. Or, la porosité, c'est très bien quand vous avez une identité. Donc, quelqu'un qui a 50, 52 ans, qui n'a plus rien à prouver, il peut rendre disponible toute sa connaissance. Il peut coopérer sans problème, puisque lui, voilà, il n'a plus rien à prouver ni à gagner, et donc il peut être dans une logique de coopération ouverte. Il peut faire de l'open tout ce qu'on veut, puisqu'il est déjà construit. Un jeune qui a 22, 23 ans, il a à construire, 1, son identité professionnelle, 2, sa réputation interne dans l'entreprise, 3, il sait que les processus coopératifs, il ne faut quand même pas non plus dire c'est formidable, c'est merveilleux. Moi, j'ai vu un des grands problèmes des séances de co-design, c'est que vous avez des gens, des récupérateurs incroyables qui, ayant quelques qualités de mobilisation des ressources des autres, tirent toute la couverture à eux. Et le pauvre signal faible qu'a produit le petit machin qui fait que ça a déplacé complètement le groupe, qui est un peu timide et qui ne sait pas trop vendre son truc, il est complètement submergé par l'intelligence collective. Donc il ne faut pas non plus se dire c'est un monde merveilleux des bisounours où l'intelligence collective ferait qu'on serait tous collectivement intelligents et reconnus. Ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. C'est un peu la guerre quand même. Voilà, et donc le jeune, enfin la guerre, je ne sais pas si c'est un peu la guerre, mais en tous les cas, ça bouleverse les modèles classiques de coopération. Et donc les jeunes qui sont dans une construction identitaire, c'est pas du tout simple pour eux. Et les problèmes qu'on a rencontrés avec ces jeunes, c'était, oui, mais enfin, attendez, moi, j'ai quand même à construire ma professionnalité, j'ai à construire, je suis ingénieur en électronique, voilà, j'ai à construire cette identité. Donc, c'est pas forcément si simple que ça.
Est-ce que ça voudrait dire que du coup, faire évoluer nos modèles d'organisation en coopératif, ce serait plutôt co-élaborer avec des générations un peu plus anciennes qui entraînerait la jeune génération et pas l'inverse? Oui, mais à condition de... Parce que j'ai rencontré aussi des générations anciennes qui ne se sont pas soignées. Alors, il y a des médicaments à la sortie, si vous voulez. On a un traitement spécial. Je ne vais pas dire que c'est 2 ans de divan, mais parfois, c'est pas loin, parce que la question, c'est la relation au pouvoir et la relation à la maîtrise. Pas forcément au pouvoir, parce qu'au pouvoir, ça peut avoir une connotation un peu négative, les hommes de pouvoir. La vraie question, c'est la relation à la maîtrise. Quand vous passez en mode co-élaboratif, vous devez lâcher prise. Or, tous nos systèmes de la pensée organisationnelle sont basés sur la maîtrise a priori. On a quand même fabriqué des générations de personnes qui pensent que la maîtrise de l'organisation par les processus et le co-skilling est générateur de valeur, ce qui a été vrai pendant un demi-siècle, pendant toute la deuxième révolution industrielle. Aujourd'hui, on voit bien que, c'est pas compliqué, on a vécu 3 phases. 1, on a cru que par les processus, on allait piloter les résultats. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il valait mieux piloter les acteurs qui produisaient les résultats. Sauf que piloter des acteurs, c'est compliqué. Donc après, on s'est rendu compte qu'il valait mieux challenger, ou en tous les cas influencer, ou en tous les cas manager des réseaux, dont certains de ces réseaux un peu plus organisés que les autres s'appellent l'organisation, et sur lequel vient se superposer toute forme de réseaux de coopération qui sont ouverts, disponibles, etc. Vous changez complètement la question de l'exercice de l'autorité pour enlever la question du pouvoir. Vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes dans la maîtrise au sens privatif, c'est-à-dire la non-maîtrise a priori, mais comment on influence un réseau d'acteurs, c'est qu'on n'est plus dans le changement. Nous, les Français, moi j'ai été formé comme ça, comme ingénieur. Si vous voulez passer de A à B, c'est pas compliqué. On commence par quoi? Tous les consultants connaissent ça. On commence par faire un diagnostic. Bah oui, parce que vous avez remarqué qu'en français, sens, ça se dit avec le même mot, alors que les Anglais utilisent meaning, etc. Nous, sens, c'est... Moi, j'avais un patron que j'adorais, hein, Michel Bernard, il me disait toujours, le sens, c'est facile, j'ai un point A, j'ai un point B, je tire un trait, je fais une flèche, ça fait le sens. Hein. Donc, c'est le vecteur, c'est le sens. Hein. Donc, et ça produit du sens. Hein, sauf qu'on sait bien que le sens, c'est autre chose. Donc, j'ai un point A, je fais un diagnostic, où nous sommes. Ensuite, je fais un point B. Alors là, on fait tous les grands séminaires. Ça s'appelle vision, ambition. Où je veux aller. B. Et on essaye d'être le plus précis possible sur B. Hein. Celui qui est foutu de dire où on sera dans 5 ans, mais enfin, c'est pas parce que l'avenir est imprévisible qu'il ne faut pas tenter de le prévoir. Donc, B. Après, on tire un trait et on fait quoi? Eh ben, on fait une roadmap. Et vous voyez arriver les roadmappers, c'est-à-dire ceux qui rôdent leur peur avec les roadmaps. Hein, la maîtrise, je suis un roadmapper. Je roadmapper. Alors, je mets les roadmaps, je mets des jalons. Je fais volontairement l'allusion parce que souvent, c'est des roadmappers qui font des roadmaps. Hein. Je roadmapper, alors j'ai des jalons, on franchit des jalons, tout ça. On a rodé notre peur. Alors, je provoque, hein, pas forcément. On m'a dit qu'ici, rien ne pourrait sortir et qu'on ne serait pas filmé et que ça ne sortirait pas. Sinon, je vais me faire virer. Hein. Ce ne sera pas sur le blog, promis. Voilà. Donc, je vais faire des roadmaps. Sauf qu'aujourd'hui, l'avenir est tellement incertain que je ne sais pas vraiment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un minimum de processus maîtrisés. Enfin, je ne suis pas en train de dire que l'entreprise va devenir une immense biologie intercellulaire. Évidemment qu'il faut continuer à maîtriser les processus majeurs, les achats. Si vous ne maîtrisez pas les achats, il y a quelques processus majeurs, quelques processus clients. Mais une fois que vous avez dit ça, comment vous créez des réseaux de coopération ouverts qui vont permettre non plus de piloter des processus d'une organisation, mais d'influencer des acteurs qui vont faire que vous allez créer les conditions qui vont faire que les acteurs qui sont quelque part autour de A vont aller quelque part autour de B, en sachant qu'on va aussi faire le chemin en marchant. Voilà. C'est ça la rupture, et celle-là, elle est très très compliquée à installer dans nos cultures d'entreprise.